L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Tamer Mekki, rédacteur en chef de Nawat Média Électronique, enfant de la révolution de janvier 2011. Tamer Mekki, bonjour. Bonjour Arsène. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à Radio M. Nous permet de justifier un petit peu notre vocation maghrébine, qu'on ne justifie pas toujours beaucoup, avec des invités qui sont très majoritairement plutôt algériens. On va profiter de votre présence à Alger pour prendre des nouvelles de la scène médiatique tunisienne, bientôt 8 ans après la Révolution. La première incarnation, c'est l'existence peut-être des médias électroniques, dont Nawat. Nawat est, je viens de le dire, le produit de la liberté de la presse issue de la Révolution de janvier 2011. Peut-être une présentation un peu plus précise de Nawat. Merci pour l'invitation Arsène, c'est un plaisir d'être à Alger, d'être à votre rencontre, d'être ici à Radio M particulièrement. Nawat en fait a été créé en 2004 comme blog collectif indépendant. C'était un blog dissident qui s'est créé pour donner une voix à tout le monde, pour être une plateforme ouverte à tout le monde, indépendamment des différentes lignes de l'opposition politique de l'époque. Et ça comprenait une vision assez large de ce que peut être la Tunisie libre, la Tunisie démocratique. En 2011, après la Révolution, une association s'est créée. Le travail de Nawat a tendu vers la professionnalisation, un processus qui est lancé, qui n'est pas facile, surtout dans une phase de transition qui a connu différentes étapes assez complexes et difficiles. Au jour d'aujourd'hui, je pense que Nawat a atteint une certaine maturité afin de jouer pleinement son rôle de média indépendant, de pure player, de média alternatif, qui propose une information alternative parce qu'on en a toujours besoin, peu importe le contexte, démocratie ou autoritarisme, nous avons toujours besoin d'une information alternative puisque le mainstream consacre toujours l'ordre établi. Le mainstream consacre l'ordre établi et aujourd'hui l'ordre établi n'est pas tout à fait homogène puisqu'on a une assemblée plurielle, on a un gouvernement qui dépend de cette assemblée, c'est quand même important, un président qui est élu au suffrage universel mais qui doit tenir compte de cette assemblée-là et de l'opinion des Tunisiens. Est-ce que vous diriez, Tamer Mekki, que là, la scène médiatique tunisienne, l'offre de médias a été complètement chamboulée par la révolution et le processus révolutionnaire? Absolument, l'offre médiatique a été chamboulée parce que le pluralisme présente autre chose. Mais est-ce qu'elle a été chamboulée dans le bon sens ou pas ? On peut commencer par les médias publics déjà. Les médias publics, par exemple, les médias publics qui étaient des médias de propagande complètement, qui étaient des médias totalement soumis au gouvernement, aujourd'hui, dans ce contexte de pluralisme, ils vivent un tiraillement. Ils vivent un tiraillement entre cette tendance, cette éternelle tendance des pouvoirs politiques en général à dominer les médias. Et on connaît des épisodes différents en fonction de cette capacité d'influence du pouvoir et la vocation d'un média public. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on peut toujours parler de médias étatiques qui ne connaissent pas réellement une indépendance totale. C'est une indépendance partielle, mais qui dépend surtout et essentiellement des journalistes, des salariés de ces médias. Donc on aurait, pour essayer de visualiser un petit peu la situation pour nos amis auditeurs, des rédactions par exemple de la télévision tunisienne, publique, où les rédactions seraient un peu l'incarnation de la volonté des journalistes de faire du journalisme relativement indépendant, et puis des directeurs qui sont eux nommés par la tutelle ou par un conseil indépendant et qui seraient un peu les porteurs des préoccupations du politique, de l'État. Je dirais pas que c'est aussi manichéen, parce qu'il y a des journalistes aussi qui ont hérité des mauvaises habitudes de l'ancien régime. Il y a des journalistes qui ont évolué, grandi, été éduqués
par l'ancien régime et donc qui sont complètement dans cette culture de l'autoritarisme. Ils sont toujours dans ces médias. Ils sont toujours dans ces médias, et effectivement, parce qu'en même temps, dans un instant révolutionnaire, il est difficile de prendre de tels choix. C'est soit le pouvoir politique, il va choisir le réformisme, et c'est le choix qui a été fait, à mon sens, en Tunisie, du moins par rapport aux médias publics, ou des choix révolutionnaires radicaux. Et ici, en Tunisie, le choix qui a été fait, ou plutôt imposé, c'est celui de garder ces journalistes-là en ont des valeurs de la réconciliation, en ont des valeurs du fait qu'on ne peut pas virer des gens du jour au lendemain et qui se retrouvent sans boulot. Il y a eu un léger changement au niveau des figures, par exemple, qui présentent le journal télévisé, au niveau des figures qui animent les émissions. Il y a une liberté de temps, il y a une marge de manœuvre éditoriale qui est quand même beaucoup plus important. Qu'on ne retrouve pas dans le secteur public des médias en Algérie ni au Maroc. Je pense, oui. Mais c'est important quand même. C'est très important. Par exemple, face à une campagne électorale, Qaïd Sebsi ou président sortant Mansouf Marzougi, la télévision publique, elle était neutre. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments, comme j'ai parlé de tiraillement, donc ça dépend des émissions, des instants, etc. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en parallèle, il y a des garde-fous. Il y a des garde-fous comme une autorité de régulation qui a été créée en 2013, qui n'est devenue effective réellement qu'en 2014 et qui observe ça, qui publie des rapports de monitoring, tout comme la commission électorale, l'instance supérieure indépendante des élections, l'ISI. Donc, on va dire qu'il y a des garde-fous, il y a le syndicat des journalistes, il y a des associations, et puis il y a la rue. Il y a les citoyens qui aussi exercent leur propre pression. Donc, si vous voulez, il y a des tiraillements internes entre journalistes, mais aussi, il y a ces garde-fous, il y a le pouvoir politique d'une part, il y a l'autorité de régulation indépendante qui est issue de la révolution réellement, et il y a le syndicat des journalistes, des structures de la société civile qui exercent une certaine pression. Je suis un Algérien qui n'est pas très doué pour aller sur les sites internet, pour aller prendre des informations sur Nawat, mais je zappe sur ma télé en Algérie. Est-ce que vous recommanderiez à cet Algérien-là de s'informer en regardant une chaîne publique tunisienne sur la situation en Tunisie? Absolument pas. Enfin, pas de s'en contenter. D'accord, c'est déjà différent. Non, pas de s'en contenter. Si on va s'en contenter, c'est pas la peine. Parce qu'on ne peut pas avoir une image complète. Pour donner des couleurs à ces informations, il vaut mieux. Il vaut mieux donc varier les supports. Varier les supports. On va aller vers le privé. On reste en gros sur les médias lourds entre guillemets, l'audiovisuel. Est-ce que la scène, là aussi, a beaucoup changé? Est-ce qu'il y a de nouveaux acteurs? On sait qu'il y avait une radio notamment qui appartenait au gendre du président déchu, Ben Ali. Il y avait des oligarques, entre guillemets, du système Ben Ali qui étaient détenteurs des premières chaînes privées. Qu'est-ce qui a changé depuis la Révolution? Ce qui a changé dans l'actionnariat de ces médias, c'est que les actions du clan Ben Ali ont été confisquées par l'État. Après, l'État place une administration judiciaire pour gérer ces actions. Ça dépend de la part de l'actionnariat. Si ça ne dépasse pas les 51%, un directeur est maintenu et est placé par le conseil d'administration en concertation avec la holding qui a été créée par l'État pour gérer les actions dans les différentes entreprises confisquées, dans les entreprises médiatiques. Après, la ligne éditoriale de ces médias ne peuvent pas être totalement en porte-à-faux avec la rue, et donc ils ont dû et été obligés de s'adapter. Pour les médias privés, en grande partie, c'était de nouveaux recrutements, ou c'était des recompositions, des animateurs qui prennent d'autres émissions et d'autres qui surgissent, qui mentent, etc. Mais dans ce contexte-là, encore une fois, il y a des tiraillements. Je pense que il y a eu un point de non-retour, en fait. On a atteint un point de non-retour à certaines pratiques, ce qui n'empêche pas, vous savez, l'Italie, on dit que c'est une démocratie, la France aussi. Et pourtant, il y a des oligarques des médias dans ces deux pays de l'autre rive de la Méditerranée. Il y a un niveau de concentration qui est presque affolant. D'ailleurs, pour la France, l'exemple qu'on connaît le mieux, en Tunisie, il y a eu une analyse de la structure de l'actionnariat, de qui est propriétaire des médias en Tunisie, qui a été notamment conduite par RSF, je crois, en 2016-2017. Elle dit quoi, cette analyse ?
2016. En fait, cette analyse tire la sonnette d'alarme sur la concentration de propriété, surtout sur l'opacité de l'actionnariat des médias. C'était un travail laborieux qui a été mené par RSF et l'association Al-Khat. Et puis après, il y a eu un autre travail plus actuel, on va dire, et qui a pu ratisser plus large parce qu'il a bénéficié non seulement des données qu'on trouve dans ce projet, mais d'autres données qui a été conduit par l'association Yaqadha, présidée par Kamel Labidi, avec un accompagnement de l'Arbi Chouikha, qui sont 2 militants de la liberté d'expression, 2 experts des médias, dont l'Arbi Chouikha qui est un universitaire chevronné. Écoutez, l'opacité, ça reste le problème majeur. Ça signifie, ouais, ça m'a interpellé ce mot. L'opacité, ça signifie que dans la presse, il peut y avoir des porteurs de parts pour autrui, enfin, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le véritable propriétaire d'un média. Exactement. Ce n'est pas clairement annoncé. On ne trouve pas, par exemple, sur les sites web des médias qui détient quoi. On ne trouve pas les liens qu'ils ont avec des partis politiques, ce qui est non seulement non conforme à la loi, mais les liens avec les partis politiques, si ce n'est pas des liens capitalistiques, ils n'ont aucune obligation de les montrer. Si ce n'est pas du capital... Si, c'est du capital et c'est des proches de responsables politiques. Et il y a eu des moments où il y a eu des gens, et il y en a toujours, qui sont dans l'action politique et qui détiennent des médias. C'est interdit pour les candidats à la présidentielle, c'est interdit par la loi en Tunisie. C'est interdit non seulement pour les candidats au présidentiel, mais aucun directeur de médias ne peut appartenir à une instance dirigeante d'un parti politique. Ce qui était par exemple le cas de Nabil Karoui pendant plus de 2 ans, qui détient Nesma aux côtés de Berlusconi et de Tariq Ben Ammar. Tout en étant à Nida Tunis. Tout en étant dans une instance dirigeante. Il n'était pas à Nahda, c'est ce que je voulais que vous précisiez. Quoi. Pardon ? Il n'était pas à la direction de Nahda. Il n'était pas à la direction de Nahda, mais il y avait un membre du conseil de la Shura de Nahda qui est Oussama Ben Salem, fils d'un membre du gouvernement de Nahda de la Troïka à l'époque, et qui détient la chaîne Zitouna. Oui. Une chaîne islamiste évidemment, ce qui est contraire à la loi. L'autorité de régulation, l'AICA, l'équivalent du CSA en France, a tiré la sonnette d'alarme, a essayé d'appliquer des décisions, et la volonté politique ne suit pas pour mettre un terme à ça. Et ce ne sont pas les 2 seuls exemples. Il y a Mohamed Ayeshi Ajroudi qui détient Al-Janoubeya et qui a un parti politique et qui a tenté une candidature au présidentiel de 2014. Et il y a d'autres exemples, peut-être que ceux-ci sont les plus illustres ou les plus symptomatiques, on va dire. Tamen Mekki, vous diriez que on va dire l'obstacle, l'écueil le plus important qui se dresse devant l'indépendance, l'émergence d'une presse indépendante, ce serait encore les pratiques de l'État qui veut tout contrôler, enfin un peu comme dans le cas de la presse publique. Toujours. Vous diriez que c'est plus cela ou c'est plus les forces de l'argent ou la mainmise des partis politiques, puisque vous ajoutez aussi cette possibilité. Je pense que c'est une connexion. Ces 3 éléments ne sont pas dissociés, ils sont liés et ils permettent cette influence. Je dirais que en Tunisie, on a une expression un peu satirique où on se réfère au premier ministre du gouvernement Nahda, Hamad Ejbeli, qu'il a balancé sur TV5 Monde, et où il a dit le rasmel et jaben, le capital est kouar. Et ici, le capital est kouar. C'est une formule usuelle. Connu. Voilà. Donc, et ici, en fait, c'est ce capital-là qui permet aux partis politiques de survivre, qui exerce une influence à l'intérieur des partis politiques, qui lui permet plus de force d'influence qu'il exerce au sein des médias. Donc, c'est un peu... et puis, les médias sont une ressource financière. Oui. Quand on regarde les rapports de monitoring de l'ISI, par exemple, sur le temps de on précise pour les l'autorité de régulation des médias audiovisuels en Tunisie, quand on regarde ces rapports de monitoring de la campagne électorale des présidentielles et des législatives de 2014, on voit clairement qu'une chaîne comme Nesma a largement soutenu Beji Qaïd Sebsi, par exemple, pour les présidentielles, et le parti Nida Tunis, comme son directeur, était un des membres fondateurs de Nida Tunis, chose qu'il a revendiqué quelques mois plus tard, et il est rentré en conflit avec le parti parce qu'il n'a pas eu tout le retour sur investissement qu'il attendait. Alors, retour sur investissement, une question qu'on ne peut pas louper à Radio M. Radio qui est née dans le giron de Maghreb émergent, un média économique. Est-ce que les médias
On ne va pas parler de la presse papier qui a un problème historique aujourd'hui, tendanciel, etc., qui est en difficulté, mais les médias électroniques, les médias d'abord audiovisuels, radio et télévision, gagnent-ils de l'argent en Tunisie ? C'est compliqué pour eux. Sincèrement, l'écosystème médiatique aujourd'hui n'offre pas beaucoup de possibilités. Il y a une crise économique en Tunisie, on le sait, et cette crise économique impacte évidemment sur les entreprises. Donc la conjoncture actuelle est très difficile pour les différents médias qui sont basés évidemment pour la plupart sur un modèle économique qui tire ses profits des revenus publicitaires. Par ailleurs, si la situation actuelle est très difficile, c'est un peu, ça caractérise même des étapes passées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de label, par exemple, pour donner une crédibilité à un ensemble de médias et tisser des liens de confiance entre eux et les annonceurs. Il n'y a pas une seule agence de médiamétrie qui puisse donner réellement des statistiques crédibles sur le trafic des médias. N'en déplaise à certains. En Tunisie, c'est pas possible. Absolument. N'en déplaise à ce qu'il y ait. On donne aux amis comme ailleurs alors ? Pardon ? On donne aux amis. On donne aux amis comme ailleurs, mais en plus, ce qui est très important et ce qui est à relever ici, c'est que par exemple, il y a une agence qui s'appelle Sigma Conseil, dont le travail est très approximatif, mais qui prend beaucoup de place, qui fait des sondages pour savoir quelles sont les tendances dans les médias. Et même ces sondages, il s'est avéré qu'ils sont très peu sérieux et la méthode de travail. On a quand même une idée quand on monte pardon de t'avoir interrompu, mais quand on monte dans un taxi à Tunis, plusieurs fois, on finit par savoir quelles sont les radios les plus écoutées. Oui, c'est une idée très approximative. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, dans le secteur privé, que Mosaïque FM est très suivi, très écouté. On sait, par exemple, on peut s'apercevoir que sur le Grand Tunis, elle est largement devant. Quand on monte dans des taxis, quand on observe ce qui se passe dans l'espace public ou ce qui s'offre, même sur le web, à travers quelques indicateurs. Par ailleurs, il y a une multitude d'autres radios. Vous savez, c'est un grand pluralisme médiatique aujourd'hui. On ne sait pas... On aimerait bien quand même citer un chiffre, parce qu'on est en Algérie où il y a 0 radio sur la bande FM privée. 0, c'est interdit, il n'y a pas. Donc on aimerait bien savoir combien il y a de radios privées en Tunisie. Franchement, ça se compte en dizaines. J'en compte plus. Mais elles ne sont pas toutes sur la bande FM. Elles sont toutes sur la bande FM. En Algérie, on nous dit qu'il n'y a pas cette place sur la bande FM. Départagée par oui, bon, ça, on sait que c'est très peu crédible, cet alibi-là. Après, les bandes FM sont une ressource naturelle et chaque peuple, tous les citoyens doivent disposer entièrement de leurs ressources naturelles. Ça, on a tendance à l'oublier. On a tendance à dire j'ai un média, j'en fais ce que je veux. J'ai une radio, j'en fais ce que je veux. Les Andes sont une ressource naturelle qui est à valoriser et qui est une ressource donc publique qui revient de droit aux citoyens. Et sa gestion, sa gouvernance revient avant tout aux citoyens et à la volonté populaire. Après, en Tunisie, c'est partagé aussi en zones géographiques, c'est-à-dire on accorde beaucoup de licences dans le centre, dans le Grand Tunis, dans le Kaban, donc dans le nord-est ou dans le nord-ouest, mais ça ne veut pas dire que toutes ces radios émettent toutes sur la bande FM, sur l'ensemble du réseau tunisien, du territoire. Et donc il y a une concurrence dans la mégalopole qui est Tunis, dans la métropole qui est Sousse, par exemple, un peu moins à Sfax, mais il y a une rude concurrence. La question est plutôt, est-ce qu'il y a un véritable pluralisme ? Parce qu'on peut aussi avoir, par exemple, une quinzaine de radios ou une douzaine de radios sur le Grand Tunis, mais est-ce qu'elles diffusent une information plurielle ? Est-ce qu'elles assument des lignes éditoriales au background politique divers ? Est-ce qu'elles... d'ailleurs, parfois, on parle de mercato. Ouais. En Tunisie, à chaque rentrée, par exemple, on parle d'un mercato, c'est-à-dire que ce sont les mêmes têtes qui migrent d'ici, là, mais il n'y a pas réellement un renouveau depuis des années. Il y a eu un renouveau dans les deux premières années qui ont suivi la Révolution, mais depuis, on ne peut pas réellement parler d'un renouveau médiatique, même si beaucoup de ces radios privées ont été créées en 2014, 2015, voire même 2016. Alors, s'il n'y a pas de renouveau, c'est s'il ne vient pas à des médias lourds où il faut beaucoup d'argent, et souvent on est obligé de créer des
passerelle avec le milieu des affaires pour pouvoir exister. Donc ça peut limiter l'expression de ces radios-là. D'où il peut venir ce renouveau? Il va venir des médias électroniques peut-être? Il peut venir des médias électroniques, mais il peut y avoir aussi... parce que je pense que cette absence de pluralisme est un problème même au sein de ces radios qui ne leur permet pas de toucher une audience plus large. Parce que s'il y a des médias bien installés déjà depuis l'ère Ben Ali économiquement et qui ont une capacité concurrentielle en recrutant par-ci et par-là, en ayant une grille de programmation assez riche pour attirer beaucoup d'auditeurs, par exemple quand on parle des radios, les autres devraient proposer carrément autre chose. Or, très peu de radios font une offre différente. Par exemple, en Tunisie, on a assisté depuis la Révolution à de nouvelles radios qui se créent, même Shams FM, qui a été entre autres créée par la fille de Ben Ali et son ex-mari. Et donc, cette situation-là, cette radio-là, elle a quasiment calqué la grille de programmation de Mosaic FM, qui était le leader. Aujourd'hui, il y a peut-être Misk qui propose autre chose, quelque chose de culturel, une programmation musicale actuelle, très intéressante. Il y a IFM qui se distingue par une orientation, on va dire, humoristique, mais ce n'est pas un temps totalement différent, totalement détaché, et qui a de la substance derrière pour pouvoir se pérenniser et arracher des parts de marché dans la durée. Qui contient une explosion de l'offre médiatique comme celle-là, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une limitation par la ressource humaine? Trouver de bons journalistes, de bons présentateurs, de bons professionnels du web, de bons professionnels de l'audiovisuel, est-ce que ce n'est pas un frein naturel? Je pense, oui, ça peut constituer une difficulté, mais c'est loin d'être une difficulté insurmontable. Anawet, comment vous faites pour recruter de bons journalistes? Vous en trouvez déjà? Nous en trouvons certainement, que nous avons de bons journalistes. Je ne vous cache pas que c'est difficile, hein. C'est assez difficile de les trouver, mais pour les trouver, nous cherchons un peu partout. Nous cherchons des plumes sur les réseaux sociaux, nous cherchons sur d'autres sites des journalistes qui tiennent à leur indépendance et donc qui entament des correspondances, par exemple avec des médias étrangers et qui n'ont pas de place en Tunisie, on leur accorde la place. On cherche de nouveaux diplômés, pas forcément de l'Institut de presse. Dans l'Institut de presse et ailleurs, nous recevons des CV régulièrement. Je ne vous cache pas qu'on ne fait pas d'annonce de recrutement. On recrute soit à travers le bouche à oreille, soit en faisant nous-mêmes des recherches sur le web, etc. Alors, sur le plan économique, il y a beaucoup de va-et-vient. Voilà, hein. Il y a beaucoup d'instabilité. Vous avez précédé ma question, la fidélisation. Qui concurrence les sites électroniques dans, on va dire, la stabilisation d'équipes rédactionnelles? Les télés, la presse papier, les radios? C'est surtout les médias étrangers. C'est surtout et essentiellement les médias étrangers. Vous savez, avec la dévaluation du dinar, tunisien, la chute du dinar tunisien, oui, je dois le préciser. Parce que nos deux dinars sont dévalués de toutes les manières. C'est pour ça que je voulais préciser. Absolument. Donc, avec la dévaluation du dinar tunisien, les offres des médias étrangers deviennent de plus en plus tentantes. Et ici, c'est vrai que c'est une concurrence qui nous est imposée dans le marché du travail qui n'est pas évidente. Notamment par les médias moyen-orientaux, j'imagine. Les médias qataris, par exemple, essentiellement, parce qu'il y a une constellation de médias qataris qui peut fournir des offres et qui s'intéressent beaucoup à la Tunisie, étant donné qu'ils ont des intérêts politiques aussi, qu'ils ont leurs fidèles alliés de Nahda, les islamistes tunisiens. Donc il y a toujours cette volonté. Ce sont plusieurs médias, que ce soit dans l'audiovisuel ou dans la presse électronique, voire même dans la presse papier. Il y a cette concurrence. Mais écoutez, en même temps, Nawet, ce n'est pas un média classique ou un média conventionnel, c'est-à-dire qui vit ce tiraillement dans le marché de l'emploi de la même manière que n'importe quel autre média. Une dimension militante, si on vient à Nawet, on n'est pas complètement comme les autres, quoi. Voilà, on sait qu'on va se battre pour un ensemble de valeurs, pour la justice sociale, pour les droits de l'homme, pour la liberté d'expression, pour l'égalité. Donc forcément, on ne peut pas juste travailler à Nawet et avoir ce rapport-là avec où l'argent est tout ce qui compte. Mais évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre, les gens en ont besoin, mais l'une des motivations majeures à Nawet aussi, c'est la liberté d'expression. C'est qu'un journaliste à Nawet,
je suis désolé de le dire, j'aurais aimé trouver d'autres exemples en Tunisie, ça nous aurait nous-mêmes aidés, mais ça reste le média autant le plus libre en Tunisie, toutefois autant le plus responsable. On sait à Naoued qu'on peut faire des enquêtes, entre autres, sur les hommes d'affaires qui sont actionnaires dans d'autres médias. Vous savez, dans le milieu médiatique, il y a une omerta. On ne parle pas des autres médias, on ne critique pas les autres médias. J'ai fait pendant pas toujours. En Algérie, en ce moment... Pas toujours. En Tunisie, par exemple. Mais il y a une omerta dominante. Nous, on brise cette omerta, que ce soit à l'intérieur des médias ou ailleurs, ou en parlant d'une manière assez crue, en appelant les choses par leur nom, dans d'autres partis politiques. Bon, nous sommes taxés par de grandes gueules, nous sommes dans une démocratie, mais nous sommes régulièrement convoqués pour être interrogés ou quoi que ce soit. Ça se passe généralement d'une manière cordiale, dans le cadre de l'état de droit, on va dire. Mais tout de même, c'est une situation d'un média indépendant, d'un pure player, où on ne vient pas travailler seulement pour un salaire et où la seule tentation n'est pas salariale ou matérielle. Les prochaines lignes, les prochaines conquêtes de la liberté de la presse en Tunisie, lesquelles vous voyez ? Eh bien, c'est la consolidation du cadre légal. Parce que, il peut être menacé ? Il est déjà menacé. Il est déjà menacé parce que depuis novembre 2011, période de promulgation des 2 décrets-lois qui régulent aujourd'hui la presse tunisienne, le décret-loi 115 et le décret-loi 116, qui ont été promulgués par une instance ad hoc, la haute instance de la réalisation des objectifs de la révolution et de la transition démocratique. Cette instance-là a promulgué ces 2 décrets. Ils ont donné un large terrain à la liberté d'expression, mais que c'est quand même des décrets-lois transitionnels et nous devons aujourd'hui être dotés d'un code de la presse et d'une instance de régulation constitutionnelle conformément à la nouvelle constitution de 2014, parce que même l'actuelle, elle a été créée conformément au décret-loi 116 qui est transitionnel. Donc elle n'a pas toutes les prérogatives qu'elle devrait avoir, et le code de la presse quand même comprend beaucoup d'approximations et de vides, par exemple par rapport à l'instrumentalisation de cette liberté d'expression pour les intérêts de lobby assez redoutable, assez nocif, que ce soit pour le tissu économique ou pour le processus de la démocratisation en Tunisie, et aussi pour les droits des journalistes. Parce qu'il y a une déclaration alarmante donnée le 3 mai dernier par le président du syndicat national des journalistes tunisiens, Neji Brouri, qui a déclaré que 60% des journalistes tunisiens travaillent dans le noir. Oui. Ils n'ont pas de sécurité sociale, leurs salaires sont instables, il y a tout le temps des problèmes dans divers médias de l'audiovisuel tunisien, de journalistes impayés pendant des mois. Les premiers qui assument les conséquences d'une crise au sein des médias, c'est les journalistes, sur leurs salaires, sur leurs droits économiques et sociaux. Et ça, c'est une situation alarmante. Finalement, la précarisation des journalistes tunisiens demeure le premier problème du journalisme en Tunisie. Et si je vous disais, Tamer Mekki, que la situation était un peu semblable en Algérie, ça ne vous consolerait pas ? Non, parce que, écoutez, à la fois, si on veut aller de l'avant, on doit bien pointer du doigt nos problèmes et les régler. Je suis désolé que ça soit la situation en Algérie. D'ailleurs, je suis désolé pour l'ensemble de la situation en Algérie. C'est un pays qui a énormément de potentiel. On le voit un peu partout. Mais malheureusement, ce potentiel-là, il est malmené. Il est négligé. Il est mal exploité. Et c'est bien dommage. Mais en Tunisie, aujourd'hui, et hier et demain, nous avons l'ambition d'aller de l'avant. Nous avons marre aussi des alibis de l'ancien régime qui nous dit regardez la situation de nos voisins, regardez la situation en Afrique, regardez la situation dans le monde arabe. Pourquoi pas regarder, nous voir aussi comme un pays méditerranéen et aller de l'avant dans ça. Pourquoi ne pas se voir comme un pays maghrébin qui peut détenir on va dire, des esquisses de solutions qui pourraient inspirer nos voisins. Rien n'est à calquer, rien n'est à importer ou à exporter, mais à inspirer. Et je pense que dans le Maghreb, que ce soit en Algérie ou au Maroc, peut-être même dans d'autres pays du Maghreb, nous avons cette capacité
de s'inspirer des expériences de nos voisins, de nos frères par moments, culturellement, anthropologiquement, civilisationnellement. C'est une fraternité très profonde. Nous avons tendance à la négliger pour s'inspirer et aller de l'avant. C'est ça, être progressiste, et nous voulons tous l'être aujourd'hui. De toute façon, nous avons de grands enjeux. Nous avons une Union européenne qui nous domine, qui dresse des frontières un peu partout, qui dresse des visas, qui veut faire de nous les gendarmes de ces frontières. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de nous ressaisir, de libérer notre potentiel de construction et d'aller réellement de l'avant. On va vous inviter très vite à nouveau à Alger avec ce discours très très pro-maghrébin et très fraternel. Merci beaucoup Tamer Mekki, rédacteur en chef de Nawet, le média alternatif en Tunisie. Merci d'avoir été notre invité ce matin à Radio M. Je vous remercie pour l'invitation. Au plaisir. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.